Bonjour Gwen, je suis Hello, Sam. très heureux de t'accueillir et je suis très heureux que tu nous parles un peu de toi, qui tu es, ce que tu fais et quels sont tes objectifs dans la vie. Merci beaucoup. Je suis ravi que tu m'interviewes ou que tu me poses quelques questions. Donc, je te remercie pour l'invitation. Super. Alors, présente-toi un peu aux gens qui t'écoutent. Alors, je m'appelle Gwen, j'ai 37 ans, je suis thérapeute, chaman. En fait, j'adapte les mots en fonction de à qui je parle. Si je parle avec des gens plutôt cartésiens, je dirais juste thérapeute. Ouais. Euh, et si je parle avec des gens plus ouverts d'esprit, je dis plutôt chaman. Et j'enseigne la santé holistique. La spiritualité, mais pour moi la spiritualité ça s'enseigne pas, ça se vit. Mais je dirais que je donne tout simplement, pour résumer en une phrase, des clés pour vivre en bonne santé et heureux. Ça, c'est un beau programme. Ouais. Très bien. Et tu donnes ça à travers des consultations, des stages. Quel est ton mode? Bien, j'anime des stages seuls, des stages et formations aussi à 3 ou 4 avec toi et Joanne Razanamahai, ma mère. Et puis auparavant avec Jean-Marie Muller. Et puis là, Jean-Marie s'est retiré pour se consacrer à lui-même. Et on va travailler avec Jérôme Ray, qui est aussi un frère, vraiment quelqu'un qu'on aime et qui travaille vraiment bien. Mhm, Sinon, je fais aussi des consultations individuelles par Skype ou physiquement. mhm. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnages intérieurs? Parce que j'ai vu que dans ce domaine, je le dis en toute sincérité, que j'étais épaté par tes talents, d'arriver à voir chez les gens ce qui bloque au niveau des personnages. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, le concept des SPPA a été élaboré, ou on va dire mis sur papier, par Joanne. Et c'est vrai que j'ai bien appris, en fait, à la fois j'ai appris, et à la fois ça me paraissait tellement évident que c'était pas vraiment comme un apprentissage scolaire ou comme une formation. Et c'est vrai que c'est aussi des choses que je vois très facilement à travers les gens. C'est-à-dire que pour t'expliquer, nous sommes des êtres multiples, nous n'avons pas une mission de vie, mais des dizaines, et auxquelles nous sommes, comment dirais-je, à chaque instant confrontés. Et en fait, c'est nos sous-personnalités. Lorsqu'on en est conscient, on arrive à les faire vivre en paix. C'est-à-dire, je travaille, mais j'ai une vie privée, pour résumer très simplement. Ou alors, je suis papa et je cherche une relation de couple. À la fois, je veux vivre une belle amitié. Je veux être présent sur place, mais en même temps, j'ai des envies de voyage. Donc, en fait, tout ça, ce sont nos sous-personnalités. Et du coup, bah, quand elles s'entendent bien entre elles, elles créent la paix intérieure et sont accompagnées par notre âme, donc c'est-à-dire un chemin d'amour et de paix. Et lorsque nos sous-personnalités sont malades ou immatures ou pas assez développées, frustrées, etc., ou ne s'entendent pas entre elles, elles créent le conflit intérieur et sont donc plutôt guidées par notre ego qui va nous faire vivre des situations de souffrance ou des disputes, des conflits, des problèmes. Donc je dis conflit intérieur, mais aussi évidemment ben, ça se reflète dans la vie, c'est-à-dire des conflits avec les gens qui nous entourent. Mhm. Est-ce qu'il y a un rapport aussi entre les sous-percétés psychoactives et les maladies? Oui, bah ça, je pense que c'est plus ce qui va ramener cet enseignement plutôt de spiritualité dans la santé holistique. C'est qu'effectivement, il y a un lien indéniable entre à la fois notre conscience et notre état physique, nos émotions et le physique, et nos pensées et le physique. Du coup, nos sous-personnalités, pour prendre un exemple extrêmement basique, si mon enfant intérieur, puisque c'est la sous-personnalité la plus connue dans les milieux de spiritualité, Mhm. mon enfant intérieur veut absolument exister dans ma vie et que moi je veux absolument être sérieux, droit, rigide, et je ne m'autorise pas à m'amuser ou même à pleurer ou à avoir peur comme un enfant. Effectivement, mon enfant intérieur peut me saboter et me créer une maladie, un accident, une situation de vie dans laquelle je n'aurai pas d'autre choix que de le voir Mhm. ou que de m'en occuper. Est-ce que tu veux dire par là que tout ce qui nous arrive a pour but de nous montrer quels sont les personnages qu'on brime, les Oui, conflits, les sabotages, les maladies?
c'est un appel au secours dans le fond de ces personnages. Oui, tout à fait. En fait, je vais prendre un exemple très concret sur moi-même. Mhm. Vers 25-26 ans, j'ai fait une profonde dépression. Et en fait, moi, j'ai toujours été enfant, ado, adulte, très indépendant, qui veut absolument s'en sortir tout seul. Et en fait, suite à cette profonde dépression, je n'avais pas d'autre choix que de demander à l'aide de mes parents. Donc mon père et ma belle-mère, ainsi que maman et toi. Et en fait, il s'est révélé que lors de cette dépression, qui pourrait être due, on pourrait dire c'est un burn-out dû au boulot ou une dépression due à des tristesses profondes, mais c'était aussi pour moi l'occasion de rattraper mon enfance, c'est-à-dire que je suis parti très tôt de la maison, mes parents sont occupés de mes frères et sœurs, et moi tout de suite indépendant. Et finalement, plus tard, c'est comme si j'avais besoin de revivre une seconde enfance où j'attire l'attention de mes parents qui vont s'occuper de moi parce qu'ils sont inquiets pour moi parce que je vais très très mal. Et je réalise vraiment que oui, ça a été vraiment, je ne dis pas que c'est pour ça uniquement, mais ça a été effectivement un des facteurs qui m'a révélé que mon enfant intérieur, il avait certains besoins et que si je ne lui permettais pas d'exister et même de solliciter mes proches pour le regarder, s'en occuper ou autre, je me mettais en danger. C'est passionnant. Ouais, vraiment. Ouais. Et ça, tu vois chez les gens les SPPA qui n'arrivent pas à laisser vivre. Oui, par exemple, je sais que là je reviens de stage à Nice. Et bon, d'ailleurs, j'ai eu un très beau groupe et je sais que dans le travail que j'ai fait, un peu dans ma médiumnité, en fait, c'était un exercice de faire des lectures de l'autre. En fait, effectivement, on peut lire les gens. Effectivement, il y a l'aspect invisible, l'aura, l'énergie ou autre. Mais il y a aussi les postures du corps, comment on se tient, comment on s'habille, est-ce qu'on se coiffe, est-ce qu'on se fait beau, est-ce qu'on se fait pas beau, est-ce qu'on s'aime, en fait, tout simplement, et qui font qu'on peut regarder quelqu'un et connaître beaucoup de paramètres de sa vie. Et du coup, une personne m'avait demandé de montrer comment on fait. Et vraiment, bon, je lâche prise, la peur de l'ego, de se tromper, de dire une bêtise, etc. Et puis, je lui ai parlé de sa féminité, donc en termes de sous-personnalité, donc SPPA, plutôt l'amante, ainsi que la séductrice qui se laisse aller, en fait, qui n'a plus goût ni à s'aimer, à se faire belle pour elle-même, ni à travers le regard des autres, parce que nous sommes des êtres sociaux. Et en fait, lorsqu'on abandonne quelque part le besoin d'être beau ou belle, c'est forcément aussi lié à une sexualité qui devient complètement abandonnée. Et forcément, ça a des répercussions dans notre vie de tous les jours. Si on ne s'occupe plus de soi, si on n'est plus, on parle de féminin sacré en général en spiritualité, mais dans le fait d'honorer son pouvoir de séduction, son pouvoir d'amour, parce que c'est profondément lié. Donc, et sexualité en termes de sexualité physique, mais sexualité aussi en termes d'énergie, un peu comme la Kundalini, qui est l'énergie de vie au quotidien, qui n'est pas forcément liée à l'acte sexuel en soi. Et c'était un très beau travail, elle a été très reconnaissante, et effectivement elle m'a dit oui, tu touches tout à fait juste à tous les points, c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc voilà, c'est comme si finalement quand on regarde les sous-personnalités des gens, on peut leur donner des clés, des outils parfaitement adaptés à chacun. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant, c'est que deux personnes deux ou 10 d'ailleurs, qui ont la même problématique, n'ont pas forcément besoin de travailler sur la même chose. C'est génial. Est-ce que tu penses que chacun a dans ses sous-personnalités une sous-personnalité thérapeute ou chamane? Est-ce que chacun a cette... Oui, alors, en fait, nous avons toutes les sous-personnalités. Après, je pense que nous avons tous des besoins différents. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont un fort besoin, justement, par exemple, de couple, de foyer, de famille soudée. Et tout ça, c'est lié soit à l'enfance, avec des insécurités, des peurs, mais aussi des rêves et des envies. Et ça peut être aussi lié d'ailleurs aux vies antérieures. Et comme quelqu'un d'autre, lui, aura plutôt vraiment besoin d'une vie roots,
d'aller voyager, de rencontrer d'autres cultures, d'autres civilisations, des personnes différentes à chaque fois. Donc en fait, nous avons tous, toutes les sous-personnalités, mais à différents degrés. Donc par rapport à ta question qui était plus précisément sur thérapeute, chaman, guérisseur, nous l'avons tous. Et pour moi, c'est pour ça que je dis souvent que thérapeute, pour moi, c'est pas un métier, c'est un état d'être. Et tout simplement, on pourrait assimiler ça au besoin d'aider les autres, au besoin de soigner les autres, au besoin finalement de non pas de venir en aide comme un syndrome du sauveur, mais de voir les gens heureux et en bonne santé autour de soi. Donc on peut en faire un métier comme nous, on le fait. D'autres ne le font pas, mais par exemple, moi j'adore voir ça, c'est que une coiffeuse, esthéticienne, un restaurateur, un barman peuvent mettre de la guérison dans leur métier sans même pas se rendre compte. C'est juste le fait de discuter, d'apaiser, d'avoir. Donc pour moi, thérapeute, c'est pas guérisseur. Un guérisseur soigne, un thérapeute parle pour créer un terrain propice à la guérison. Donc effectivement, je pense que nous sommes tous d'immenses thérapeutes et guérisseurs qui essentiellement s'ignorent. Et qu'est-ce que tu peux dire sur donc les SPPA immatures, celles qui sont encore sous-développées? Je pense qu'en fait, à mes yeux, même si on fait quelque chose d'un peu scolaire, je sais que je le fais justement en séance individuelle, je pars de quelles sont mes sources de bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? En fait, pour moi, ça, c'est une question fondamentale. On peut même en faire la liste. Ouais. Et après, l'autre point, c'est qu'est-ce qui me fait peur? On fait l'autre liste de l'autre côté. Et finalement, chaque semaine ou chaque mois, on peut se dire, quand je vais mal, ben, je regarde ma liste de sources de bonheur et je m'applique à les faire vivre. Et quand je me sens bien et que j'ai besoin de travailler sur moi ou sur des blocages, des traumatismes ou des appréhensions, un manque de confiance en soi par exemple, je regarde ma liste de mes peurs et là je vais aller les faire vivre. Ça veut dire, pour moi la peur n'est pas une émotion négative. Pour moi la peur c'est un indicateur de ce qu'on doit travailler sur nous. Donc finalement moi j'adore me dire la peur, finalement je regarde ma liste. Ce qui me fait peur, j'y vais. Et pour moi, le but du jeu, quand on travaille sur nous, c'est passionnant, c'est pas de penser qu'on n'aura plus peur après, ou qu'on n'aura plus d'ego. C'est que la peur sera là, et l'ego sera là jusqu'à la mort. Mais lorsqu'on a peur et qu'on ose, ça s'appelle le courage. Et ça, c'est vraiment... je me l'applique, et j'adore voir les gens se l'appliquer. Tu vois, par exemple, on anime des stages. Pour moi, animer des stages, en premier lieu, c'était pour me dire, je suis timide en public, alors je vais parler au public. Tu vois, et voilà, c'est génial. C'est passionnant. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet ego, justement? Parce que si je comprends bien, l'ego, c'est la partie de nous qui ne veut pas laisser vivre les SPPA, c'est bien ça? Oui, et c'est aussi celui qui coupe le canal avec la conscience. Donc le fait d'être aligné entre la terre et le ciel, on peut dire. Donc, en fait, quand on n'est pas conscient, on n'entend pas son ego. On obéit à l'ego. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas, tu vois, par exemple, j'aurais une appréhension envers toi. Mon ego me dirait, évite cette personne, je le sens pas très bien, ce gars-là. Oui. Et donc la personne inconsciente va éviter spontanément. C'est ça. La personne consciente, pour moi, la conscience ne sert qu'à faire des choix. C'est tout. Donc la personne consciente va se dire, mon ego me demande d'éviter cette personne. Pourquoi, comment, etc. Donc au lieu d'éviter la personne, là mon âme me dirait plus volontiers, essaie de fréquenter, passer un moment avec lui pour voir pourquoi l'ego a un a priori sur elle. Et c'est un travail sur soi. Et en plus, très souvent, je sais que face à ce genre de situation, quand on n'ose pas et qu'on a des a priori, quand on se permet, finalement on se dit, je m'attendais pas à ce que tu sois sympa.
Je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais feeling, et puis en fait, je réalise que tu es quelqu'un de bien. Mhm. Et voilà, je pense que l'ego nous dit des choses, mais qu'on n'est pas obligé de l'écouter. Donc, c'est-à-dire, quand mon ego me fait peur, ben, en fait, il y a une sorte de dialogue intérieur. C'est que dans un premier temps, je dis ben, j'ai écouté ton avertissement, tu Mhm. voudrais que j'évite de souffrir, en fait, c'est ça le but de l'ego. Mais t'inquiète pas, je gère, je vais pas souffrir forcément de cette situation. Et quand pour garder le même exemple, je vais passer du temps avec toi, ben, à la fin de ce temps où il ne m'est rien arrivé de mal, je termine après dans ce même dialogue avec mon ego, moi j'adore faire ça, c'est de lui dire, ben, tu vois, je suis pas mort. Tu vois, il m'est rien arrivé de mal. Tu vois, la personne n'était pas forcément mauvaise. Et là, j'aime bien parce que l'ego qui pousse à la méfiance, au conflit, etc., c'est lui-même qui dit oui, effectivement, je me suis trompé. Si je comprends bien, l'ego, il a une sorte de bonne intention, il veut nous éviter de souffrir. C'est bien Oui. ça. En fait, Mais, oui. Pour moi, il y a l'ego. On diabolise beaucoup trop l'ego. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo sur le fait de remercier son ego il y a 2 semaines sur ma chaîne YouTube qui a mon nom, Wenclap. mhm, C'est vrai qu'on dit tout est la faute de l'ego. Ma relation amoureuse ne marche pas, c'est la faute de mon ego. Je réussis pas professionnellement, c'est la faute de mon ego. Et c'est toujours la faute de notre ego. Et en fait, effectivement, le rôle initial, originel de l'ego, c'est de nous maintenir en sécurité et nous éviter de souffrir et même, je précise aussi, de mourir. C'est que donc mhm. notre ego a une vocation géniale au départ. C'est de dire, tu sautes par la fenêtre, tu peux te faire mal ou Oui, mourir. Donc d'accord. moi je trouve que cet ego-là Oui, est très sain. d'accord. Mais le problème, c'est que de son rôle de fais attention, tu vas mourir, fais attention, tu vas souffrir, fais attention, il va t'arriver quelque chose de mal à l'avenir, l'ego nous rend méfiants. Donc plus on écoute notre ego, plus il prend de pouvoir. Et si on se méfie de lui, de tel boulot, de telles vacances, de telle opportunité de la vie, et qu'on est tout le temps méfiant, ben en fait on ne fait plus rien. Et c'est très intéressant de comprendre que lorsqu'on ne fait plus rien et qu'on est dans l'immobilisme, c'est comme si l'ego a gagné parce qu'on ne prend plus aucun risque de souffrir puisqu'on est immobile. Ouais, d'accord. Mm. Ah, c'est passionnant. Oui, Parce que dans le fond, l'immobilité, c'est le mal absolu, quoi. oui, Ça c'est nous ça. empêche de vivre. Ouais. Ben, moi, j'adore faire ce parallèle justement en santé holistique, les 4 corps. L'immobilisme physique fait qu'on va être en mauvaise santé. L'immobilisme émotionnel fait qu'on va conserver nos émotions. L'immobilisme intellectuel fait qu'on va devenir dogmatique et fermé d'esprit, et c'est conflictuel. Mhm. Et l'immobilisme spirituel va nous rendre un gourou. C'est que je détiens la vérité absolue, écoutez-moi, Ouais. et tout va bien aller. Donc, en fait, à chaque fois qu'on se voit dans l'immobilisme, on peut se dire, bon, alors ça c'est bouboule, comme on appelle l'ego. Ouais. Dans ce cas, je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en action, je vais relancer l'énergie de vie, et hop, toute la fluidité revient. C'est génial. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est passionnant parce que ça va bien dans cette ligne que la santé et le bonheur, c'est une dynamique de changement. Oui. Et pas rester avec des vieilles croyances, des émotions bloquées, un corps immobile, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que tout le monde en spiritualité Mhm. a déjà entendu parler de l'impermanence, mais combien la vivent? C'est que nous tous, on a tendance à faire les mêmes activités avec les mêmes personnes aux mêmes endroits. Et il y a un moment où justement la conscience, elle vient, elle nous tombe dessus, elle nous dit, change quelque chose. Donc, Mhm. et ce signe de la vie, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise expérience, et je n'enseigne pas la dualité, mais l'unité. C'est que c'est, Mhm. comme on l'a vu au départ, une maladie, un accident, une dispute, une dépression, un burn-out. C'est juste la vie qui nous dit change. Ah, c'est Ça passionnant. ne va pas, Ouais. change quelque chose. Et quand on change, on est dans le mouvement perpétuel. Et qu'est-ce que c'est que la voix de l'âme? Alors, la voix de l'âme. Disons que c'est un outil qui m'a fait connaître
plutôt médiatiquement. Mais j'aime aussi à relativiser. Il y a la voix de l'âme, mais quelque part, comme on entend les choses, il y a les oreilles, il y a le regard sur la vie, il y a tout. En fait, Oui. c'est être en contact de son âme. Donc finalement, la voix de l'âme, c'est tout simplement l'expression verbale des messages que notre âme nous dit. Donc, je te donne un exemple concret. Au lieu, finalement, imagine, je me sens mal, tout simplement. On part de ça. Donc moi, je me sens mal. Je pourrais te dire, Tal, je me sens mal. Et mon ego va me dire, dis pas ce que tu ressens. Parce que l'ego nous fait toujours croire que tout est grave et tout est mauvais et tout est source de... Tu vas croire que je suis faible, etc. Donc, des projections de ce genre. Donc, au lieu de dire je me sens mal, mon ego, il va transformer le message en Tal, tu me fais du mal. Oui. Je me sens pas bien avec toi. Donc, je cherche un coupable et c'est forcément toi. Voilà. Tu vois? D'accord. Et en fait, la voix de l'âme, c'est ce qui va me permettre de traduire ce message en disant plutôt de manière pacifique, Tal, je me sens pas très bien et je ne sais pas pourquoi. Du coup, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi pour m'aider à me sentir mieux? Voilà, en fait, la voix de l'âme, c'est ce qui nous permet de transformer une situation qui pourrait être conflictuelle parce que interprétée par l'ego en une situation enrichissante qui va faire non seulement que je me sente mieux, que toi tu te sentes bien, et qu'on arrive à communiquer sur nos états d'être de manière à évoluer tous les deux. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Je prends un autre exemple du regard de l'âme, c'est que mon ego regarde la vie, par exemple en ce moment, il va me dire mesures sanitaires, masques, vaccin, passe sanitaire, pour, contre, etc. Donc je suis rempli d'émotions. Moi j'adore voir ça, c'est qu'en ce moment, depuis un an, je trouve qu'il y a des gens qui ont peur de tout, Oui. et il y a des gens qui sont en colère de tout. Donc ça, c'est l'ego. Oui. Et le regard de mon âme, ça va être justement de me dire, Gwen, ne regarde pas seulement ce qui ne va pas dans la vie. Regarde l'ensemble. Regarde la planète dans laquelle on vit, comme elle est magnifique. Regarde tous les êtres humains. Est-ce qu'ils sont tous mauvais, cons, moutons ou autres? Et là, mon âme me dit, mais il y a des gens merveilleux. Chaque jour de ta vie, tu peux rencontrer des gens merveilleux, vivre des expériences enrichissantes. On vit une phase qui va peut-être permettre aussi à l'humanité d'évoluer. Nous sommes dans une étape, finalement, nécessaire à la création de quelque chose de nouveau. Donc là, ça devient presque comme une guidance. C'est comme un channeling. C'est que mon âme va me montrer les vertus de chaque chose que j'aurais tendance à juger, à condamner. C'est-à-dire, nous sommes dans une période, effectivement, vaccin, pass sanitaire, blablabla, mais ça a un sens profond. Et le sens profond, c'est peut-être, je dis bien peut-être, de dire à chaque individu, donc après ce qui représente un collectif, une société, est-ce que vous êtes prêt à tout accepter? Est-ce que vous n'auriez pas la possibilité de faire autrement que ce qu'on vous dit de faire? Et ça, j'adore parce que ça nous amène à la souveraineté. Je m'écoute. Magnifique. Je m'écoute. Prends un médicament, je m'écoute. J'ai un système immunitaire déjà. Je peux le renforcer, l'enrichir. Je peux chercher des méthodes plus naturelles. M'écouter. Je regarde les infos, il faut faire ci, ça, 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 ça. Moi, personnellement, quand je m'écoute, je sais qu'il y a une fois où j'ai une révélation. C'était mettez des masques, ne vous touchez pas, ne vous réunissez pas entre gens que vous aimez, etc., etc. Et je me suis dit, c'est marrant, en fait, les recommandations depuis un an, c'est tout ce dont l'être humain a besoin. Oui, exactement. Respirer, être au contact des gens, se toucher, s'embrasser, s'enlacer, se réunir, faire la fête.
tout ça, en fait, élève notre système immunitaire à fond et également élève notre aura, notre énergie, nos potentiels. Donc en fait, toutes les mesures sanitaires, elles servent à nous éteindre, tu vois. Donc voilà, quand j'apprends à m'écouter et à m'honorer et à m'aimer, puisque ça va ensemble, finalement, bah, j'écoute ce qui se passe aux infos, je me dis, ben, on ne peut pas m'interdire d'être heureux. Ouais. Je vais tomber malade, justement. Donc, bah, si j'apprends à m'écouter, à être souverain, à utiliser mon pouvoir personnel, bah, je suis libre, je suis un être humain libre. C'est une très belle vision parce que dans le fond, ce que tu montres là, c'est que si on obéit aux choses de l'extérieur, on est tout le temps dans la peur et la dépendance. Oui. Et le but de tout ça, finalement, c'est de nous obliger à ne plus suivre ça, mais de retrouver notre souveraineté. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai une vision, bah, je pense comme toi d'ailleurs, parce que aussi tu m'as formé, hein, je dois te rendre hommage pour ça. Merci. Mais c'est vrai que l'autonomie, l'indépendance, en plus, qui n'empêche pas qu'on puisse être des êtres sociaux qui ont besoin l'un de l'autre. Mais à la fois, effectivement, de se dire mon état de santé, c'est pas un diagnostic d'un médecin qui va forcément m'aider à aller mieux. Même nous, un thérapeute, un enseignant, il me dit des choses pour mon mieux, mais finalement, le but, c'est que pour moi, il m'apprenne à m'écouter moi-même. Parce que sinon, effectivement, ben, on écoute des autorités, c'est-à-dire des autorités finalement en termes de loi, mais aussi des autorités en termes de hiérarchie de société. Et finalement, quand on apprend à s'écouter et à écouter son âme, nous sommes notre propre guérisseur, nous sommes notre propre thérapeute, nous sommes notre propre naturopathe, nous sommes notre propre guide spirituel. Et voilà, je précise vraiment, nous sommes autonomes, ce qui ne signifie pas ne plus avoir besoin des autres, mais au moins avoir des relations sans jeu de pouvoir et sans manipulation des uns des autres. C'est que on choisit de se voir pour passer des bons moments, mais on ne choisit pas de se voir parce que j'ai pas le choix et qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. C'est quand même totalement différent. Ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu dis, c'est que finalement, la conscience, c'est la capacité de choisir soi-même. Oui. Je sais pas. Il y a un dernier point dont je voudrais que tu parles. Quand je vois tes écrits, par exemple sur Facebook, je trouve que tu écris vraiment d'une manière. Waouh! Comment est-ce que tu fais ça? Merci, déjà. En fait, écrire. J'écris depuis que je suis enfant. Donc, je dirais, pour résumer, écrire, c'est ma thérapie. Ça veut dire que depuis que je suis petit, je ressens des choses, je vis des choses et j'ai pas envie d'en parler à quelqu'un, donc j'écris. Et j'ai toujours écrit comme ça, donc j'avais des piles comme ça de feuilles que j'écrivais pour moi-même, comme un exutoire en fait. Puis après, bon, bah, l'ère des réseaux sociaux a fait que j'ai troqué le papier contre ou alors le téléphone. Et en fait, bah, j'écris mes prises de conscience essentiellement. Donc je vis quelque chose. J'en tire un enseignement et en fait ça me vient en écriture automatique. C'est très intuitif. Je me dis jamais tiens je vais écrire ou ah bah ce soir à 18h je vais écrire un article. C'est comme si ça me tombe dessus et ça devient comme quelque chose, comme une pulsion que je dois forcément sortir de mon corps quoi. Et en fait, je me laisse guider. Je ne sais pas si ça va durer 5 lignes, 50 ou autre. Donc, j'écris. Et après, je lâche ça et je me sens bien. Après, finalement, le fait que ça plaise aux gens sur les réseaux sociaux, bah, ça m'honore infiniment. Mais ce n'est pas le but. Tu vois, je ne suis pas en quête de succès ou d'admirateurs. C'est vraiment juste pour me faire du bien que j'écris. Donc voilà. Et c'est également ça qui est ma difficulté à écrire un livre. C'est que l'idée de me dire, bah tiens, pendant 1 heure, je vais écrire, ça rentre pas dans mon fonctionnement, puisque j'ai une écriture très intuitive et impulsive. Donc, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens, parce que le fait d'écrire, pas garder les choses, mais d'accoucher, c'est une forme d'accouchement. Oui, tout à fait. Mais c'est très libérateur. Et puis, ce qui est joli, c'est que quand les gens font ça, ce qu'ils écrivent peut aider d'autres gens. Il y a quand même beaucoup de livres qui aident des gens. Le nombre de gens qui ont écrit un livre sur leur guérison, alors après, ils aident tous les gens qui ont la même maladie à voir que c'est possible. Donc, absolument, mais même au sens plus large, puisque, tu vois, notre ego, il nous tient avec fait toujours pareil, la routine, les habitudes,
et notre âme, donc elle nous inspire à la nouveauté, la créativité, aller vers l'inconnu. Bah, finalement, je trouve que, bah, tu vois, je reviens sur une sous-personnalité, l'artiste. L'artiste. En fait, à travers l'art, nous exprimons tout. Donc moi, c'est l'écriture, effectivement, qui m'épanouit. D'autres gens, ils ont des états émotionnels, ils vont peindre un tableau, faire un dessin, chanter. Ouais. Et en fait, je crois que l'être humain est un immense artiste. Et ce qu'on ne sait pas exprimer par des hurlements, des pleurs, des éclats de rire, on l'exprime souvent très bien à travers l'art. Et je trouve que, bah, c'est même pas je trouve, la vie en général montre que les artistes, quand ils expriment quelque chose, au-delà du c'est beau, c'est moche, c'est pas la question, c'est juste eux. C'est Ouais, et combien de fois on se dit waouh, cette musique elle me parle, je comprends pas les paroles, mais waouh, ou tel tableau, je comprends pas vraiment ce qu'il a voulu dire, mais je capte des choses. C'est incroyable l'art. Vraiment, je fais l'ode à l'art, l'éloge, c'est Mais incroyable. je crois que ça va être une très belle conclusion. Mhm. C'est que libérer l'artiste qui est en vous, et les autres aussi, le thérapeute, le séducteur, l'amant, enfin que tous les personnages puissent vivre. Et je te remercie beaucoup parce que je suis très sensible. Je trouve que tu exprimes des choses très profondes, d'une manière simple, et qui permet vraiment d'ouvrir la porte à des gens qui ont envie d'avancer. Je suis très reconnaissant de ce partage. Bah, je te remercie infiniment pour justement tes éloges, et je voulais aussi terminer avec ce mot, c'est que en fait, quand on apprend à le faire pour soi, on ne peut qu'avoir envie de voir les autres le faire. Ça aussi, ça peut rentrer dans l'aspect enseignant ou thérapeute, ou même plutôt par l'exemplarité que par la parole. C'est que finalement, quand je m'aime, je veux voir des gens qui s'aiment. Quand je suis heureux, je veux voir des gens heureux. Quand je suis en bonne santé, je veux voir des gens en bonne santé. Donc, finalement, j'encourage, là, pour mon mot de la fin, les personnes aussi à soutenir, encourager, pousser tous les gens qu'on aime à s'épanouir. À s'épanouir le plus possible, ne pas dire « Tiens, ça, c'est pas pour toi, tu devrais pas faire ça, écoute, tu as trop de blocages, etc. » Je rêve d'un monde où les êtres humains, tous, puissent se dire « Vas-y, fais-le. Fais-toi du bien, exprime-toi. » Lance-toi dans ce qui te fait rêver. Et voilà, je crois qu'on doit nous soutenir les uns les autres pour que notre quotidien et notre société, notre planète aillent mieux. Superbe, très belle conclusion. J'ai envie de finir, comme on fait souvent dans les stages, en faisant comme ça, pour porter cette énergie à tous, en faisant « Oh, 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 oh. Merci. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi.